On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Les employés du réseau de la santé sont sous pression actuellement, sans compter évidemment les cas d'éclosion qu'on connaît. On en discute avec le président du syndicat FIC de la Montérégie-Centre dans quelques instants. Mais d'abord, un mot de nos deux députés, Claire Sanson et Louis Lemieux, parce que notamment avec cette éclosion qu'on a au CHSLD à Marieville, oui, les chiffres sont un peu en baisse un peu partout au Québec et en Montérégie, mais cette éclosion, évidemment, nous rappelle à l'ordre. Faisons le point sur la COVID, oui, en Montérégie, mais plus précisément dans notre région ici, au cœur des comtés de Saint-Jean et d'Iberville, avec nos deux députés. D'abord en studio, Claire Sanson, députée d'Iberville. Bonjour. Bonjour. Accompagnée du député de Saint-Jean, qui, lui, est à distance parce qu'on veut respecter nos règles sanitaires. Louis Lemieux, bonjour et bienvenue. Salut Éric, bonjour Claire. Bonjour. Parce qu'en fait, pour faire simple, la règle, c'est un seul invité en studio à la fois. Donc, les dames ont eu préséance. Donc, c'est comme ça qu'on a terminé. Puis, de toute façon, Louis est beaucoup plus techno que moi. Bon, et M. Lemieux est plus techno. Bon, d'abord, évidemment, on est ici parce que, oui, on fait état de la situation, puis oui, on regardait encore les statistiques. La moyenne mobile sur 7 jours tend à diminuer au Québec. Je regardais également un point sur la page Facebook de la Direction de la santé publique de la Montérégie avec le Dr Julie Lollier qui disait que on a quand même des signes encourageants du côté de la Montérégie, quoique encore un bon 40 des éclosions viennent des milieux de travail entre employés. Mais plus précisément, chez nous, il y a le cas de Marieville. Oui, tout à fait. Dans votre comté, au CHSLD Sainte-Croix, où il y a à peu près le tiers des patients d'infectés, le tiers des employés qui sont infectés. C'est une grosse éclosion. Qu'est-ce qu'on en sait en date d'aujourd'hui, Mme Sanson? Bien, on en est là, un tiers des résidents, un tiers du personnel. Il y a une équipe spéciale du CIUS qui a été détachée au CHSLD pour essayer de contrôler le plus possible et renforcer les mesures sanitaires, s'assurer qu'elles sont toutes suivies par tout le monde, parce que c'est une grosse éclosion, puis il faut faire attention, là. Bon, quand on dit souvent à la santé publique, quand le virus est parmi nous, hein, c'est un peu ça, parce qu'à partir du moment où il est à Sainte-Croix, à Marieville, évidemment, on vit tous à peu près dans la même région. Là, il est partout. Il n'y a pas de frontière au niveau du virus. Puis évidemment, il y a des employés, il y a des familles aussi, il y a des aidants qui ont dû visiter ces gens-là. Donc, on peut potentiellement, nous, avoir des rebonds de cette éclosion-là dans les comtés de Saint-Jean et d'Iberville. Quel est le message que vous voulez passer à la population? Bien, je pense qu'il faut que les gens redoublent d'efforts. Trop souvent, puis je l'ai remarqué tantôt, il y a un de vos téléspectateurs qui est venu, pas de masque, pas de distanciation. Il faut prendre ça au sérieux, là. Il faut mettre notre masque, respecter le 2 mètres, limiter nos contacts puis nos voyagements de façon à ne pas entrer en contact avec le virus puis le transporter à travers toute la région, là, parce que c'est pas beau, notre portrait n'est pas bon. Alors, il faut redoubler d'efforts. Louis Lemieux, vous êtes député de Saint-Jean, vous avez vous-même déjà habité à Marieville, mais Marieville-Saint-Jean, ça se touche. C'est le même monde, à peu près. Quel est le message que vous passez de votre côté? Avant, il faut que je dise que, sous toute réserve, on enregistre ça à l'heure du midi, lundi le 26, et le premier ministre a une conférence de presse à 17 h. Alors, on verra ce qui s'en vient. Mais d'où on arrive, il faut savoir, et vous y avez fait allusion, Éric, que la docteure Lollier, la directrice de la santé publique de la Montérégie, nous a emmené un petit peu de lumière au bout du tunnel en disant que les mesures de la zone rouge, parce que c'est de ça dont on parle, la zone rouge dans laquelle on est, commence à se faire sentir. Mais si on fait juste reculer de 10 jours, au moment où on était encore en zone orange, il y avait 2 semaines de zone rouge à Montréal qui avaient effectivement eu un effet bénéfique qu'on a pu mesurer. Pendant ce temps-là, on est en zone orange, avec ce que ça implique de ce qui est fermé puis ouvert, et notre ligne a continué de monter. Là. Le docteur Lollier nous disait c'est perte de contrôle. Là, on a réussi à garder le contrôle. Là où je veux aller, Éric, c'est qu'on garde le contrôle, mais on est beaucoup trop haut. Quand le premier ministre va annoncer ce qu'on fait des zones rouges, oranges et un peu partout au Québec cet après-midi, il ne faut pas s'attendre, je pense, à ce qu'on se mette à desserrer. Et là, je vais peut-être être un peu simpliste, là, mais le but de l'exercice, c'est pas de se dire est-ce que ça aurait été plus dangereux d'ouvrir ci ou de fermer ça. Le but de l'exercice, c'est de réduire nos contacts. À la limite, là, on n'est pas confiné parce qu'il y a encore des magasins, il y a encore des entreprises, il y a encore l'école, il y a encore tout ça. On n'est pas confiné même s'il y a des fermetures. Il faut quand même pas prendre tout ce qu'on a et aller partout. On veut réduire.
La seule raison pour laquelle les restaurants, les gyms, puis tout ça sont fermés, c'est pour réduire l'activité. Alors, arrêtons de chercher comment on peut passer au travers le confinement puis les mesures, puis restons chez nous tranquilles, ça va bien aller. Ouais. Sinon, on cherche le trouble parce qu'on est encore trop haut. En même temps, vous faites allusion au gym. On voyait dans une manchette il y a quelques heures une coalition de 200 gyms qui veulent défier le gouvernement à compter de la fin de la semaine pour dire, nous, là, le 28 jours, il se termine. Les gens ont besoin du gym pour, évidemment, le physique, mais le mental également. Donc, ce que ça traduit, cette contestation potentielle à l'égard des gyms, il y a comme une écœurantite de la part des gens. Là. Les gens font écœurantite comme... aiguë. On veut qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est pas un peu dangereux, Mme Sanson, de voir que là, les gens pensent peut-être à défier les ordres du gouvernement? Bien, c'est dangereux, puis c'est épeurant parce que on est tous écœurés. Vous êtes écœurés, les gens sont écœurés, moi, je suis écœuré, j'ai hâte de rencontrer les citoyens, ce qu'on ne peut pas faire, mais on est encore trop fragile pour alléger les mesures. C'est trop dangereux. C'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour les personnes âgées, pour tout le monde. On voit des cas éclore de toute catégorie d'âge. Puis c'est mortel, là. On n'y niaise plus, là. C'est pas un petit rhume de cerveau, là. Louis Lemieux, qu'est-ce que vous pensez de cet appel à défier les ordres du gouvernement de la part des gyms ce vendredi? Éric, si on dit que vous êtes confiné puis vous ne pouvez pas continuer à faire vos entrevues comme ça, allez-vous défier? Ben non, vous allez faire comme tout le monde, vous allez dire « j'aime pas ça, mais OK d'abord ». Alors là, il faut se rendre compte qu'on est dans une deuxième vague, c'est trop haut. Puis il faut regarder ailleurs. Là. Ceux qui disent « ouais, mais regardez en France en ce moment, regardez en Europe, aux États-Unis, ça ne va pas y avoir mieux ». On est encore capable de rester en bas de certains seuils pour lesquels on est encore capable de garder nos écoles ouvertes. Et dans la mesure du possible, les commerces, puis on peut aller travailler. Il y a des commerces qui sont fermés. Ils sont fermés à cause du niveau d'activité dont je parlais. Si on veut continuer d'aller à l'école, si on veut continuer d'aller travailler, il faut... Ouais. On n'est pas content, personne, de le faire. Mais y a-t-il quelqu'un qui va être confiné comme au printemps? Je pense pas, là. Alors, il ne s'agit pas de faire des menaces, là. Il ne s'agit pas de faire peur. Il faut juste regarder ce qui se passe ailleurs. Ça s'en vient. En même temps, quand on faisait référence tantôt au message Facebook, la vidéo du Dr Lollier de la santé publique, où elle disait « ça commence à s'améliorer, les mesures commencent à porter fruit, il y a plus d'éclosions encore dans les milieux de travail ». Mais elle disait aussi, j'ai retenu cette phrase, elle disait « on pourrait s'en venir, on pourrait commencer à assouplir certaines mesures, mais de ce que j'ai décodé entre les lignes, pas revenir, disons, au orange-orange qu'on avait il y a quelques semaines, mais peut-être pas au rouge foncé dans lequel on est. » Donc, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par mesure d'assouplissement, mais on sent que potentiellement, les affaires pourraient bouger. Je pense qu'il y a une préoccupation importante de la part de la cellule de crise à Québec là, pour la santé mentale puis le sport chez les jeunes, qui semblent souffrir plus que quiconque de l'absence d'activité physique. Moi, je pense que c'est à ça qu'elle faisait allusion. Mais moi, je ne pense pas qu'ils vont permettre des sports entre écoles et tout ça. Là, c'est trop dangereux. Il y a trop de risques. Comme Louis le dit, c'est vrai, là. Puis on ne veut pas qu'il crée une zone violette, là. Après le rouge, on va tomber dans le violette, là. Puis moi, je pense que les gens ont intérêt à faire un effort suprême parce qu'il faut sauver Noël, là. Il faut sauver Noël, mais est-ce qu'on ne se trompe pas aussi en disant qu'il faut sauver le réseau de la santé? Parce que à chaque soir, moi, je regarde évidemment le téléjournal, puis j'aime bien ça, entendre de voir ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays, comprendre un peu les mesures qu'on utilise. Et au final, la déduction à laquelle j'en arrive, je comprends qu'on maintient les écoles, qu'on veut maintenir un minimum d'économie, puis qu'il y ait le moins de contacts possible. Mais au final, on a un réseau de la santé... très fragile. Qui n'est pas top-top. Non, il est comme plutôt, passez-moi l'expression, magané. Et c'est un peu ça, Louis Lemieux, ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'on met, au-delà du fait de maintenir les écoles et l'économie, on a un réseau de la santé qui est fragile, là. Totalement. Et le premier ministre va en parler encore cet après-midi, mais les derniers commentaires qu'il a fait là-dessus, c'est qu'à 1000 cas par jour, le réseau ne pourra pas subir ça très longtemps. Parce qu'il y a une espèce de puissance d'accélération exponentielle qui fait en sorte qu'on est déjà essoufflé. Puis si on est même à 1000 cas, c'est trop haut. Et vous l'avez dit, quand on regarde d'ailleurs, là,
C'est les mêmes mesures. Hein? À quelque part, c'est comme si on avait un petit levier différent, une petite particularité, une singularité de notre société où on veut essayer ça plutôt que ça. Mais dans le fond, là, Éric, il n'y en a pas 26 façons. La plupart des pays sur la planète sont en train de faire plus ou moins ce qu'on fait en réaction. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça prend 2 cycles d'une semaine. Donc, c'est 14 jours entre le moment où on commence. Tu sais, moi, j'ai fait des diètes toute ma vie, Éric. OK? Les 3 premiers jours, tu perds ton eau, puis tout ça, puis après ça, c'est difficile. Si tu te mets à tricher au bout de 10 jours, tu viens de gâcher ta diète, c'est pas compliqué. Bon, ben, c'est simpliste ce que je te dis là, mais essentiellement, on est dans quelque chose où on a les bénéfices de ce qu'on a fait seulement 2 semaines plus tard. Et en ce moment, on est encore trop haut. Donc, oui, on a un plateau, mais c'est fragile, ça, à partir du moment où, par exemple, les gyms se mettraient à ouvrir. Je ne sais pas comment le gouvernement va réagir s'ils font ça, là. Mais à quelque part, si on se met à avoir toutes sortes d'initiatives à gauche et à droite, on ne sait pas comment ça va finir. Mais on sait une chose, le système de santé passera pas. Mais clairement, et c'est ça, moi, que j'essaie toujours de comprendre la logique derrière les décisions, et je constate que d'un État à l'autre, les règles ou les mesures sanitaires sont plus sévères là où les réseaux de la santé sont plus faibles. Oui. Je prends l'exemple, on parle souvent de la Suède, bon, la belle Suède et tout ça, mais en Suède, semble-t-il qu'il y a un réseau de la santé qui est capable d'absorber, donc forcément, on a des règles sanitaires moins strictes. Mais ce n'est pas notre cas. Notre réseau est déjà sévèrement hypothéqué. Et à partir du moment où le personnel médical est mobilisé par le COVID-19, il faut se rappeler que dans la vie puis dans la nature, là, après 9 mois, là, une femme, elle accouche. Et puis, il ne faut pas se retrouver dans une situation où une dame pourrait s'en aller à l'hôpital pour accoucher, puis que les infirmières sont en train de s'occuper des malades COVID, puis que les docteurs font des tests, puis qu'il y a un problème à l'accouchement, là. Mais il faut que notre service de santé, nos services, nos hôpitaux soient protégés, parce que si je fais une crise cardiaque après-midi, j'aimerais bien ça voir un médecin, là. Puis pas qu'il soit occupé à faire des tests de COVID ou à soigner... Louis Lemieux, il nous reste une vingtaine de secondes. À vous, le mot de la fin. Bien, le HHR a 8 salles d'opération dans 2 blocs. Il y en a un de fermé. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il fallait délester, parce qu'on a besoin des infirmières et du personnel qui sont dans les blocs opératoires pour aller sur le plancher. Et on est seulement à 1000 cas, puis ça vient juste de commencer, la deuxième vague. On fait pas ça parce qu'on veut pas soigner les gens. Au contraire, on veut les garder dans les blocs opératoires pour en faire plus. Mais là, on arrive à la limite. Alors, il faut que vous nous aidiez à garder le service de système de santé au moins pour répondre aux urgences. Donc, en bref, le mot d'ordre, c'est ayez le moins de contacts possible. Portez vos masques. Voilà. Et c'est ça. Et on applique les règles. À vous deux, les députés, merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci. Salut Claire, merci Éric. À demain. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on va regarder du côté maintenant du syndicat des professionnels de la santé FIC Montérégie-Centre, voir un peu quel est l'état des troupes de la part principalement des infirmières et des infirmiers. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Parlons des professionnels de la santé qui sont, disons, mis à contribution et sous pression actuellement dans le réseau, un peu partout en Montérégie, oui, principalement dans la Montérégie centre, où, entre autres, on vit quelques éclosions, dont une majeure du côté du CHSLD Sainte-Croix à Marieville, où en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'entrevue, on parlait d'à peu près un tiers des patients et un tiers du personnel d'affectés. Mais évidemment, ça peut créer d'autres problèmes collatéraux. On a vu également du côté du bloc opératoire à l'hôpital du Haut-Richelieu, où actuellement, on n'est pas à plein régime non plus de ce côté-là. Bref, on fait le tour de la question du point de vue des employés eux-mêmes avec le président du syndicat FIC pour la Montérégie Centre, Denis Grondin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment se portent vos collègues? Mes collègues, on ne se le cachera pas, la première vague, déjà c'était difficile, en tout cas côté du Haut-Richelieu au niveau de la main-d'œuvre. Fait que la première vague a beaucoup fait mal. Le monde sont fatigués, sont épuisés, sont à bout de souffle. Fait que c'est sûr que la deuxième vague, présentement, fait très mal, puis beaucoup au niveau du Haut-Richelieu, un peu plus dû à la problématique de main-d'œuvre qui était déjà présente avant la venue de la pandémie. Quels sont le genre de requêtes que vous recevez au jour le jour? Souvent des cas uniques, des cas d'espèces, mais chaque cas est important. On vous appelle, puis là, on veut faire ci, puis on veut faire ça. C'est quoi votre quotidien actuellement comme président de syndicat? Présentement, le quotidien de moi et mon équipe, parce que j'ai quand même une équipe là, qui supporte tout ça, puis on est plus au niveau de l'écoute présentement, parce que le monde, on a beaucoup à dire, ils en ont beaucoup sur leurs épaules, alors ils ont besoin de sortir tout ça, puis venir verbaliser qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Fait que c'est sûr que présentement, les téléphones ne dérougissent pas de 8 heures jusqu'à 4 heures, et quand on rentre le lendemain, c'est des retours d'appel, une quinzaine par bureau syndical là, pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui se passe ou s'il y a des urgences pour pouvoir qu'on éteigne les feux minimalement, parce que présentement, on essaie plus d'éteindre les feux. Là, que... Bon, parlant d'éteindre des feux, il y a des cas d'éclosion, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu dans l'édifice Champlain sur la rive sud, d'Hôpital, Charles-le-Moine, bon, etc. Là, évidemment, il y a le cas de Sainte-Croix à Marieville, qui est un cas très, très, très particulier. C'est exponentiel. Même, on se demande, pourtant que les mesures qu'on connaît aujourd'hui, comment ça a fait pour rentrer, mais comment ça a fait pour faire autant de ravages? C'est là qu'on voit que malgré qu'on disait que, puis le ministère disait qu'il était prêt pour la deuxième vague, mais on voit clairement que malheureusement, les CHSLD n'étaient toujours pas prêts de recevoir une deuxième vague. C'est difficile à contrôler comme virus. On n'est pas capable de trouver la source première de comment 40. C'est sûr qu'on le sait que il y a beaucoup de monde qui sont asymptomatiques, fait que ça amène la problématique, mais il y a quand même des dépistages réguliers, hebdomadaires, qui se font à toutes les semaines au niveau des centres d'hébergement. Mais malgré tout ça, on voit, on peut être dépisté une fois, puis on l'attrape le lendemain, mais le prochain dépistage est seulement 7 jours plus tard. Là. C'est quoi l'impact pour un employé qui, a des symptômes, se fait tester et déclaré positif? C'est sûr qu'eux autres sont restés à la maison minimalement 7 jours pour s'assurer que les symptômes soient tous partis. Par la suite, s'ils n'ont pas de symptômes, ils peuvent revenir dans la zone rouge s'ils ont été positifs. Là. Dans le fond, ils reviennent en zone rouge pour s'assurer de ne pas la transférer dans une zone verte là, qui n'empire pas la situation. Ils reçoivent toujours un traitement salarial. C'est pas pris dans leur banque de congés? Non, tout dépendant. C'est en fond, jusqu'à temps, dès qu'il y a des symptômes, ils sont retirés. Ils sont payés en totalité à 100% jusqu'au dépistage. Par la suite, s'ils sortent négatifs, à ce moment-là, puis ça a été pris au travail, ça a été attrapé au travail, là, à ce moment-là, c'est de la CSST, puis ils sont payés plein salaire. Sauf que si c'est pris dans la communauté, bien là, à ce moment-là, oui, c'est de l'assurance salaire, là, c'est la banque de maladie qui écope d'un 5 jours de carence. Bon. Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'une employée dont le conjoint, l'enfant, le père-mère ont des symptômes, sont testés? Donc, l'entourage, là, c'est quoi l'impact de l'entourage sur les employés du réseau de la santé? Présentement, c'est sûr, tant qu'ils n'ont pas de résultats positifs à la maison, à ce moment-là, le monde continue à travailler. Jusqu'à temps, s'ils ont un résultat, si c'est un enfant qui vont le faire dépister, ils attendent le résultat, ils travaillent durant l'attente du résultat. L'enfant sort positif. Là, à ce moment-là, l'employé est considéré comme un contact étroit et doit se faire dépister et là, il est retiré. Dans vos membres qui ont contracté la COVID, est-ce que vous savez si... Bon, la plupart d'entre eux s'en sont bien sortis, mais est-ce qu'il y a malheureusement des cas où ça a été plus difficile? Dans notre 6, j'ai eu 2-3 témoignages qui l'ont eu quand même très fort, puis que ça a été très difficile. Là, on parle jusqu'à 2 mois là, de convalescence un peu, puis qui ont eu vraiment tous les symptômes. Mais c'est une minorité, une chance, puis on est bien content que ce soit une minorité. Parlons de la mobilité du personnel, parce que le réseau de la santé, on dirait que dans les dernières années, il a été bâti un peu comme ça, avec des équipes volantes, la contribution des agences également privées.
Et là, on est dans une dynamique où même le ministre Dubé lui-même disait au début de son mandat, il faut, dans la mesure du possible, à ce qu'il y ait le moins de mobilité possible du personnel. Or, le réseau a été bâti comme ça. Tout à fait. Comment on fait? Je pense que c'est le seul côté positif de la pandémie. Ça a pu déterrer ça. Nous autres, au niveau syndical, ça fait longtemps qu'on l'amène de dire des équivalences, c'est pas optimal. On comprend la mobilité, mais c'est pas optimal autant pour le personnel que les patients, que les usagers, que les résidents. Puis là, grâce à cette pandémie-là, mais enfin, le ministère puis le gouvernement réalisent que non, oui, la mobilité, c'est bon d'une chose, mais ça met beaucoup à risque nos usagers, nos patients et même nos professionnels en soins. Mais là, on dit quoi à quelqu'un, une infirmière, disons, qui est sur une équipe volante? On lui dit, bien là, il faut qu'on te stabilise à un seul endroit? Exactement. Chaque équipe volante a été stabilisée dans un site, puis on essaie de ne pas les bouger de site. C'est ça, au niveau des hôpitaux, là, à ce moment-là, on ne peut pas mobiliser sur un centre d'activité. Dans les centres d'hébergement, c'est un site, c'est plus petit. Au niveau des hôpitaux, là, on essaie de les stabiliser dans certains centres d'activité, mais on y va plus sur centre d'activité vert ou centre d'activité rouge à ce moment-là. Sentez-vous qu'il y a encore de la mobilité du personnel ou est-ce qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'il y en avait au printemps? Ça, c'est certain qu'il y en a beaucoup moins qu'au printemps. Ça, je pense que le mot d'ordre a été lancé par le gouvernement de stopper la mobilité. Je pense que l'employeur n'avait pas vraiment un choix de stopper ça. Surtout nous autres, on le surveille beaucoup. On demande à nos membres de nous interpeller s'ils se font promener d'un site à l'autre. Puis présentement, on n'a pas trop d'appels. OK. Mais il y a encore de la mobilité. Je pourrais pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ça serait impossible de dire. Surtout au niveau des professionnels. Les préposés, parce que j'ai pu comprendre, ça a stabilisé beaucoup, vu qu'on a eu quand même une entrée de préposés en masse qui sont rentrés d'un coup. Fait que ça a permis la stabilisation de ces employés-là. Mais au niveau des professionnels, le manque de main-d'œuvre est tellement grand que des fois, ils n'ont pas le choix. Les agences, il y en a encore? Il y en a toujours et plus que jamais. C'est sûr que la pandémie a profité beaucoup aux agences, ça c'est certain. Et les agences, par défaut, bien, ils viennent d'un peu partout. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas... On essaie de les mettre, disons, le plus longtemps possible au même endroit, mais par défaut, quelqu'un qui travaille pour une agence, il fait plus qu'un établissement. Tout à fait, mais par défaut, comme vous dites, oui, l'employeur au niveau du centre vont essayer de les stabiliser, mais on n'est pas à l'abri de savoir s'il va travailler, soit qui fait le quart de jour au 6 Montérégie-Centre, mais peut-être que son quart de soir, ils vont en faire un à Montréal, ils vont en faire un au 6 Montérégie-Est. Mais ça, on n'a pas le contrôle, puis l'employeur n'a pas la main mise sur les agences, c'est pas leur employé. Fait qu'à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile au niveau de la gestion. Est-ce qu'on a déjà évalué le nombre de postes potentiels que représente sur une année de travail la contribution des agences? Est-ce qu'il faudrait créer 300 postes, 1000 postes? Je veux dire, il occupe quoi comme heure de travail dans le réseau? Je peux vous dire beaucoup. On a sorti quand même une liste, nous autres, au niveau du 6 Montérégie-Centre, on avait une liste d'environ 1000 noms qui viennent travailler chez nous de l'agence. Mais là, je ne peux pas vous dire 1000 à temps complet, c'est pas ça que évidemment, je dis. Là. C'est ça. Mais on a quand même 1000 noms d'agences qui viennent travailler au niveau du 6 Montérégie. 1000 personnes, là. 1000 personnes qui viennent de façon sporadique aider là, exactement. ici. Soit stabilisés à temps complet, soit qui viennent faire un chiffre, 2 chiffres par semaine, tout dépendant. Mais donc, possiblement, il y aurait là-dedans le potentiel de 200-300 postes à temps plein. Là, ah oui, facilement. Facilement. On a ça déjà, 300 postes vacants et plus, là, au niveau des programmes du 6 Montérégie-Centre. Bon, vous avez fait référence tantôt au nouveau préposé aux bénéficiaires, oui. Les préposés d'urgence qu'on a créés cet été. Ils ont commencé à travailler. Oui. Sentez-vous que ça vient aider vos troupes? C'est sûr, ça aide notre troupe parce qu'on avait beaucoup de plans de contingence pendant un bout de temps où les infirmières auxiliaires remplaçaient beaucoup les préposés aux bénéficiaires vu le manque de main-d'œuvre de préposés. Là, on le voit un peu moins, ça. Puis une chance qu'on en a besoin de nos infirmières auxiliaires, nos infirmières, fait que ça a permis aux professionnels de faire vraiment leur tâche complète. Bon, sentez-vous qu'on a commencé à faire du délestage, c'est-à-dire des gens, des professionnels de la santé qui travaillent, disons, dans des unités moins urgentes, à qui on décide de prendre quelques ressources à gauche et à droite pour venir désengorger, soit dans les CHSLD ou ailleurs dans le réseau. Est-ce que le délestage a commencé? Le délestage a commencé, surtout dans le fond de tous les centres d'activité où que l'employeur a le contrôle sur l'entrée-sortie. Fait que là, on parle des blocs opératoires, on parle des cliniques ambulatoires, on parle des GMF, toutes les places où ils peuvent avoir un certain contrôle versus on ne peut pas couper à l'urgence, on ne peut plus couper le lit non plus. Les lits sont pleins, on en a besoin, puis ça, ils n'ont pas le contrôle des rentrées-sorties. Quand on voyait là, tout récemment un bloc opératoire à l'hôpital du Richelieu, où normalement on a 8 salles, oui. Alors que là, on en a 4 sur 8 en opération, est-ce que déjà la fragilité du réseau en lien avec la pandémie fait en sorte que malheureusement, il y a des services à la population qui ont été diminués, disons?
Ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas dire le contraire, c'est sûr. Puis on est rendu à 3 salles à partir de cette semaine au niveau du bloc opératoire à Chachère, que veut pas, c'est moins d'opérations, fait que c'est la population qui attend. C'est sûr qu'il y a une couple de transferts qui ont été faits au niveau de Longueuil, mais Longueuil aussi, on ne roule pas à 100 les salles. Là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de temps supplémentaire obligatoire? Ce que vous appelez le TSO? À tous les jours. Malheureusement, je suis obligé de répondre à tous les jours encore. Puis oui, côté Longueuil, mais côté Richelieu, on augmente encore un peu plus, comme je vous disais, le manque de main-d'œuvre qui était déjà criant avant la première vague. Est-ce qu'il y a des professionnels de la santé qui ont quitté le réseau, là? Qui vraiment sont comme saturés, là? Oui, on a sorti des statistiques, nous autres, personnels, au niveau du 6 Montérégie-Centre. On a pris les dates du 15 mars au 1er octobre. En 2019, on avait eu 130 départs. En 2020, on est à 215 départs. 215. Fait qu'on est à 85 professionnels de plus qui ont quitté. Mais ça, puis ça, on ne calcule pas le monde qui sont en maladie présentement, là, parce que ça aussi, ça a dû doubler. Mais ça, on n'a pas les données, malheureusement, on n'a pas pu sortir de données telles quelles. Là. Mais c'est sûr que les maladies, ça doit avoir doublé. Hein. En terminant, quel est le message que vous lancez aux professionnels de la santé qui vous regardent en ce moment? Vous êtes leur président, leur représentant. Vous leur dites quoi? Je peux vous dire, c'est sûr qu'on répond à tous les jours, mais je peux leur dire de ne pas lâcher, de continuer, qu'on est en arrière d'eux. On fait notre maximum, qu'il y ait le moins d'impact. Mais comme je dis, le moins d'impact, c'est pas évident. Ils vivent quelque chose de vraiment pas facile. Jour après jour, ils sont présents. Moi, je leur lève mon chapeau. Au niveau de Sainte-Croix, ils vivent quelque chose de très difficile présentement. Fait que je lève mon chapeau à ceux qui restent et qui supportent notre système comme ça, à bout de bras, depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. Denis Grondin, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Pour les citoyens desservis par Compo au Richelieu, c'est le retour de la collecte des ordures aux 2 semaines. Donc, juste à vérifier évidemment vos calendriers pour planifier la collecte des ordures. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours le faire par courriel en m'écrivant tout simplement à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.